dans cette deuxième saison des échecs en dentisterie avec moi des experts en plateau. Et on démarre tout de suite avec ce premier numéro en compagnie du docteur Ninon Lebras. Bonjour Mathieu. Alors vous êtes endodontiste et avec vous on va parler de la situation d'échec ou des situations d'échec et se dire surtout que tout n'est pas perdu. On va pouvoir repousser l'extraction dentaire. Voilà, c'est ça. C'est le principe de l'endodontie. Alors, on va rompre le suspense tout de suite. Quand il y a un véritable échec en endodontie, le résultat, c'est l'extraction. Donc, la dent est perdue. Pour autant, ce n'est pas la fin des thérapeutiques de remplacement. Il y a des solutions pour remplacer la dent perdue. Cependant, mon sujet aujourd'hui, ça va plus être de parler des échecs relatifs, c'est-à-dire des situations pour lesquelles on aurait tendance à croire qu'il n'y a plus de solution thérapeutique de conservation, alors que précisément l'endodontie va pouvoir apporter une solution de guérison et de conservation de la dent. Par exemple, on va avoir des situations interprétées comme perdues parce que la lésion périapicale de la dent va être très volumineuse, et dès que c'est très volumineux, c'est impressionnant et on va privilégier souvent une solution d'extraction et de greffe. On peut aussi avoir des solutions thérapeutiques endodontiques sur des situations où il y a déjà eu un traitement initial qui paraît optimum à la radio, mais cependant, on a aussi là un problème infectieux qui apparaît. Sur une situation où le traitement initial était bon, on peut se poser la question de est-ce que ça vaut le coup de tenter autre chose ? La réponse est oui, et l'endodontie va apporter une solution. Et puis aussi, parfois, ce sont les limites propres du praticien, que ce soit en termes de temps opératoire qu'il peut consacrer au geste, parce que dans un planning d'omnipraticien, c'est très compliqué d'avoir 1h30, 2 heures, parce que c'est ça le temps opératoire en endodontie, 1h30, 2 heures à consacrer à un traitement. Et puis, il peut aussi avoir un plateau technique qui n'est pas aussi complet qu'un spécialiste, et puis aussi avoir lui-même une expérience moindre sur ce type de geste. Donc on va voir au fil de cette discussion qu'il faut avoir un réflexe sur l'endodontie. Oui. Et vous nous avez apporté des cas, c'est ça, hein ? Exactement, des cas cliniques pour illustrer tout cela. Et on démarre avec le premier cas, c'est la lésion volumineuse. Exactement, la lésion impressionnante, celle qui pousse à dire « oh là là, c'est tellement volumineux là qu'il vaut mieux extraire la dent » et envoyer même à un chirurgien oral, un maxillofacial, parce que c'est très volumineux. Donc ici, un premier cas qui est assez classique, où on a un patient qui a sur sa 46 un traitement qui avait déjà été effectué, avec une situation de couronne, un ancrage avec un inlay corps, et néanmoins, sur la radio qui est à gauche, on voit la rétroalvéolaire, elle présente une zone sombre périapicale, c'est ça la pathologie périapicale. D'ailleurs, on note qu'on ne voit pas la totalité de la lésion sur la rétroalvéolaire, qui est trop petite par rapport au volume de la lésion. Et quand on fait l'imagerie sectionnelle, sur la coupe sagittale et la coupe frontale, surtout sur la coupe frontale d'ailleurs, on se rend compte du volume réel de cette lésion, qui condamne un peu souvent la dent à dire « oh là, c'est tellement gros qu'il vaut mieux extraire ». La réponse est non, on va tenter de traiter la dent, et toujours dans cette idée de gradient thérapeutique, histoire de proposer une solution thérapeutique qui ne mène pas tout de suite à une mutilation complète avec le retrait de la dent. Ici, le retraitement donc a été fait, et je vous présente là la situation à 1 an, donc le follow-up à 1 an, qui montre que finalement, disparition complète de la lésion, récupération d'un os sain et conservation. Question de novice, oui. Pardon, mais vous avez réinjecté la génération osseuse, c'est l'os du patient qui s'est fait régénérer tout seul ? Oui, exactement. Okay. Il n'y a pas de possibilité d'injection sur un cas de retraitement orthograde quand on passe par la dent, de toute façon. La greffe osseuse, elle est éventuellement proposée sur des situations de chirurgie. Mais en endodontie, il y a des critères pour pouvoir régénérer l'os spontanément. Et quand on va aller greffer, c'est parce qu'on a vraiment un manque important d'os initial du patient en termes de cortical externe. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment le patient qui guérit tout seul. Okay. Il s'est infecté comme il tout cicatrise sur une coupure. Exactement, c'est exactement ça. Un deuxième cas où là, la lésion est aussi très impressionnante et on avait difficulté à la voir sur la radio intrabuccale qui est à gauche. On voit cette zone sombre, radio claire, noire, et sur l'imagerie sectionnelle, on se rend compte qu'elle concerne plusieurs dents. Et on se rend compte aussi qu'elle a même mangé la corticale qui est vestibulaire, donc celle qui est en soutien de la lèvre, avec différents points où on a disparition de cette zone blanche de la corticale. Donc c'est un cas très avancé. Cependant... Donc là, normalement, la solution, c'est l'extraction ? Oui, c'était ce qui était proposé là à la patiente, en effet.
il n'y a pas de risque à tenter l'endodontie puisque je ne vais pas lui apporter plus de pertes que ce que proposait l'extraction. Donc, je vais traiter les dents en passant par la dent, à minima, en étant respectueuse du volume dentaire initial pour essayer d'être conservatrice au maximum des tissus et traiter ces deux racines qui étaient en rapport avec le foyer infectieux. Les deux dents étaient nécrosées. Et à 1 an, on obtient une cicatrisation assez rapide parce que sur des lésions volumineuses, souvent, c'est plus long. Mais ici, on se rend compte qu'on a régénéré l'os spontanément. C'est l'os de la patiente qui s'est refait. Et on n'a plus du tout de mobilité. Et on a conservé les dents sur l'arcade sans autre traitement nécessaire que celui que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin de couronner les dents là. Vu que la délabrement que j'ai engendré en passant par la couronne, il est minime. Donc elle n'a même pas besoin de faire de couronne. Très clair. Un autre cas. Là c'est un jeune homme qui avait une dent qui lui paraissait un peu jaune. Donc ça, esthétiquement, il avait une perte. Et il est allé consulter une consoeur spécialisée en esthétique qui a fait une rétroalvéolaire, une radio, et qui se rend compte que le problème de cette dyschromie, c'est en fait parce qu'il y a une infection sur cette dent et que remontant dans ses souvenirs, le patient se remémore qu'en effet, il est tombé quand il était en école primaire. Il n'y a pas eu de traitement suite à ça parce que la dent était intègre, donc pas de lésion. La fameuse blessure qu'on laisse passer pendant des années. C'est la dent où on se dit j'ai de la chance, elle n'est pas cassée. Je m'en sors bien. C'est ça. Alors qu'en fait... En fait, à l'intérieur, ça s'est plus mal passé. Le mouvement qui a été donné lors du choc, en fait, a déplacé légèrement la dent et c'est ça qui va sectionner le paquet vasculo-nerveux à l'entrée de la dent, cette distorsion. Et du coup, la dent s'est nécrosée à bas bruit et se nécrosant, elle crée un foyer infectieux dentaire et il est assez volumineux là, puisqu'au niveau osseux, il a même détruit la corticale palatine cette fois-ci. On note sur l'image du milieu une petite zone plus noire sur la dent. C'est un canal latéral qu'on arrive à distinguer grâce à ce type d'imagerie sectionnelle et qui me donne une indication pour le futur traitement. Donc là aussi, je propose la thérapeutique de conservation en passant par la dent. Je vous précise ça à chaque fois par la dent parce qu'il y aura des situations où on passera par l'extrémité de la dent, pas par la couronne. Mais là, par la dent, on a obturé le canal latéral, là, on le voit sur côté, presque horizontal. Et on a réussi à obturer le canal parce que souvent en endodontie, on entend que la difficulté, ça va être sur les canaux très étroits qui sont difficiles à trouver. Quand on a un canal large comme ça, c'est compliqué aussi parce que obturer sans que ça aille au-delà, c'est un peu un challenge. Mais là, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. C'est un petit peu fusé. Le ciment biocéramique, c'est un ciment qui est résorbable. Donc, de toute façon, c'est pour ça qu'on a une image très satisfaisante à 1 an. Et finalement, il a régénéré son os et il a gardé sa dent. Pari gagné. Bravo. Un autre cas avec une lésion volumineuse. Et là, le confrère, qui est le praticien généraliste, avait tenté d'aller traiter ces 2 dents. Là, c'est une 11 et une 12, donc une incisive centrale et une incisive latérale à droite. Et ces 2 dents, il a tenté d'aller chercher le canal, sauf qu'il a échoué parce que le canal est très étroit. On parle d'oblitération dans ces cas-là, c'est-à-dire que ça se ferme petit à petit de plus en plus. Et à l'œil nu, avec des instruments classiques, c'est impossible. Sans le microscope de l'endodontie. C'est impossible. Pour lui, c'était compliqué. Il a même cassé, il y a un petit bris instrumental qu'on voit sur l'image au centre, la coupe sagittale. Donc ça, on va le déposer sans problème. Il est pile à l'entrée, c'est presque un petit drapeau à l'entrée canalaire. Donc là, dans ce cas-là, j'ai tenté de repasser par la voie orthograde, donc la voie qu'avait tenté mon prédécesseur, mon confrère. Et on a réussi à trouver les entrées, à obturer la dent. Et finalement, là aussi, à 1 an, voilà, on a une réparation osseuse, on a une réparation de l'os en palatin qui avait disparu, en n'ayant pas plus délabré les dents que cela. Donc, c'est aussi satisfaisant pour la patiente. Et alors, parfois, il y a quand même besoin de microchirurgie. Oui. C'est ça. Exactement. Il y a des cas où on ne peut pas passer par la dent et ce cas-là, on est un bon exemple. Ça, c'est une patiente d'une 60aine d'années qui est venue avec ses 2 dents couronnées, soudées. Donc, les 2 couronnes sont dépendantes l'une de l'autre. Et puis, on voit la lésion sur l'image, la coupe axiale là, au centre qui a vraiment soufflé l'os en vestibulaire. Donc, c'est une grosse lésion.
Et pour couronner le tout, les deux dents là sont support d'un stélite, un appareil amovible. Ok. Donc si on enlève ces couronnes, il faut qu'elle refasse non seulement les couronnes, mais il faut qu'elle refasse aussi l'appareil amovible. Donc on est dans des frais importants, dans un temps aussi long pour elle. Donc c'est quand même moins facile à vivre qu'un geste, même s'il est chirurgical, qui est simple et qui n'est pas douloureux, même s'il peut être impressionnant. Donc là, pour ne pas altérer ces couronnes, je vais passer par l'autre côté, c'est-à-dire par l'extrémité des racines. Okay. Donc ça, c'est la lésion qui était assez volumineuse, qu'on a retirée. Et après, on se retrouve dans ce qu'on appelle une crypte osseuse, donc l'espace, le trou créé dans l'os par la lésion, qu'on nettoie consciencieusement. Et après, on va s'attacher à désinfecter les racines des dents responsables de la lésion en les traitant à rétro. C'est-à-dire que je vais aller traiter le canal à l'envers, désinfecter, sécher, puis obturer avec ce matériau blanc qui est aussi de la biocéramique, qui est compatible à la fois avec la dent et avec l'os environnant, pour après refermer sans greffe. Je savais que la question allait arriver. Ouais. J'en ai une autre. Hein. Ah, j'en doute pas. Du coup, là, il n'y a pas eu besoin de greffer parce que c'est pareil, il y avait un os suffisant pour pouvoir régénérer l'os spontanément. C'est combien de temps cet acte? C'est aussi 1h30, 2 heures? C'est 1h30, oui. Ouais. Sur les microchirurgies, je suis à 1h30, 1h45. Alors là, il y avait 2 dents, donc on devait être plus à 1h45. Mais cependant, parfois, on a des dents qui ont 3 racines et c'est le même temps opératoire. C'est plus facile là parce que c'est des dents antérieures. Donc la chirurgie, c'est comme ouvrir un capot, c'est tout de suite accessible. Sur les dents postérieures, il y a une traction supérieure des tissus de la joue qui peut être plus fatigante et plus compliquée à mener, surtout sur les gens qui ont une petite ouverture. Très bien. Un autre cas, docteur. La cicatrisation. Pardon, je vais trop vite. Déjà blasé. Je vais trop vite, désolé. Donc là, ça guérit aussi. Donc il y a le avant-après à droite, avec la lésion volumineuse qui avait soufflé l'os et puis la cicatrisation juste en dessous. Donc une satisfaction pour la patiente qui n'aura pas à engendrer plus de soins, qui conserve ses prothèses initiales. Donc finalement, un seul geste pour arriver à aboutir à une cicatrisation osseuse et une conservation des dents. Parfait. Dernier cas de lésion volumineuse. Là, ce cas, il est un peu entre deux parce qu'il est à la fois sur une situation d'une lésion volumineuse un peu latéralisée et sur une situation d'une disparition. Sur l'image du milieu, on voit le canal au centre de la dent, puis il disparaît. Puis on le voit à nouveau. Quand il y a une disparition comme ça, c'est qu'en fait, il y a une séparation en 2 canaux. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas louper cette séparation, il ne faut pas louper la sortie et la prendre des 2 côtés. Donc, c'est souvent des éléments complexes, toujours avec un plateau technique classique, ça peut être compliqué à gérer. Donc là, le confrère m'a adressé le patient pour que je puisse le traiter. Et voici le traitement sur la rétroalvéolaire à gauche. Et à 9 mois, l'imagerie en bas à droite montre cette séparation en 2 canaux qui a permis de traiter totalement l'arbre canalaire du patient, de désinfecter la totalité pour engendrer une cicatrisation. Et docteur, pour la suite, je crois qu'on va parler de traumatologie. Oui, c'est un facteur important en endodontie où on va avoir une prise en charge immédiate. Il y a d'ailleurs des recommandations internationales sur le sujet, sur la prise en charge immédiate. Mais c'est des cas qui vont évoluer pendant des années. Il ne faut pas les perdre de vue, ces patients. Parfois, eux-mêmes oublient de venir au contrôle et il va se passer des modifications sur leurs dents qui, souvent, nécessitent un deuxième geste endodontique quand il y en a eu un premier en post-trauma immédiat. Ici, alors ça, c'est un cas très simple, très banal, même en omnipratique, mes confrères, mes consoeurs ont ça fréquemment. C'est un enfant qui est tombé en courant au bord de la piscine. Il ne faut jamais courir au bord des piscines, jamais. Et il a en plus cette position que le docteur Aloni pourra vous en parler, mais cette classe 2 avec cette dent très en avant. Et là, on a une situation où il a fracturé sa dent et on voit au centre un petit point rouge. Ça, c'est la pulpe. Okay. Donc, il a la pulpe qui est exposée. Et ça, c'est très banal. On le traite en allant faire un coiffage. Sauf que ce patient, il est tombé en juillet et que je l'ai vu qu'en septembre. Donc, il s'est passé déjà quelques temps. Et ça, c'est un temps long où il n'y a pas eu de geste de fait, même pas de protection avec un petit composite sur la dent. Donc, en fait, ça, c'est une dent. C'est comme si on avait coupé une tranche dans la dent et elle est exposée. Alors que normalement, elle est protégée par l'émail et toutes les bactéries sanitaires ça s'infecte. Sont allées tranquillement coloniser les tissus.
Donc moi, quand je le vois, je me dis, allez, on va lui tenter une conservation de la vitalité. Donc ça s'appelle une pulpotomie. Ce qu'on fait, on va traiter simplement une partie du canal pour préserver la vitalité dans le reste du canal afin qu'il puisse terminer la croissance de sa dent qui n'était pas tout à fait terminée. On n'avait pas de fermeture apicale. Donc le but de ce geste, c'est d'aboutir dans notre traitement à trouver une pulpe saine, classique en réaction, qui saigne normalement, et là de mettre notre matériau pour conserver la vitalité dans le reste de la dent. Donc le geste se passe très bien. Est-ce que ça a fonctionné? Bien sûr que non. Trop simple, trop facile. Et l'intérêt, c'est de montrer des cas qui ne fonctionnent pas, sinon on ne progresse pas. Donc ici, alors ça a fonctionné sur l'image de gauche, on voit un très joli pont dentinaire, c'est cette zone blanche horizontale qui a été synthétisée, c'est ce qu'on veut déclencher, qui est censé isoler le reste de la pulpe. Sur l'image d'à côté, qui est la coupe sagittale, on a une magnifique lésion périapicale, alors vraiment, là, on ne peut pas faire mieux. Donc ça veut dire que ça n'a pas fonctionné et que la dent s'est nécrosée malgré tout, malgré la synthèse de ce pont. Il y avait un envahissement bactérien trop ancien probablement. Et on remarque aussi que l'apex n'est pas fermé, donc de toute façon je n'ai pas obtenu de fermeture apicale plus importante que cela. Donc il va falloir y retourner. Donc un nouveau traitement. Un nouveau traitement, selon le gradient thérapeutique, cette fois-ci ça va être la pulpectomie, c'est-à-dire le retrait complet de la pulpe. Et je ne me suis pas facilité la tâche puisque le pont dentinaire c'est vraiment une structure. J'aurais pu taper sur la table, mais je ne le fais pas. C'est vraiment une structure qui est très, très dense, donc on se retrouve sur quelque chose de très dur qu'il va falloir percer, traverser. D'ailleurs, vous voyez sur l'image de gauche qu'il y a un petit élément blanc sur le côté. C'est un instrument à moi, c'est un petit morceau d'instrument qu'il va falloir que j'aille chercher aussi, parce que forcément, casser ce pont, c'est pas si simple. Une fois qu'on y parvient, on peut traiter la dent. On note encore qu'il y a un petit étranglement au centre du traitement qui correspond au pont dentinaire, à son emplacement. On obtient avec des biocéramiques, c'est le ciment blanc avec un cône de gutta au centre. Et à 7 mois, l'enfant a cicatrisé, la dent est asymptomatique et il va pouvoir la conserver. Mais on va quand même le surveiller dans les années à venir parce qu'il peut y avoir des évolutions défavorables malgré tout. D'accord. Et vous le revoyez tous les combien? Tous les ans. Tous les ans. Oui, pendant les 5 ans qui suivent. D'accord. Ici, c'est aussi un cas de trauma, mais chez un jeune adulte qui a moins de 30 ans, qui lui, il se souvient très bien qu'il est tombé sur cette dent et qu'il avait eu un traitement. On voit que le traitement à l'intérieur du canal, c'est le traitement qui a été fait suite à son choc. Sauf que depuis quelques semaines, il a une fistule, donc un écoulement purulent sous la lèvre. Et il a bien compris que c'était certainement en rapport avec cette dent traumatisée dans l'enfance. Sur les images sectionnelles, on voit qu'on a la perte de la corticale vestibulaire, c'est-à-dire que l'infection a mangé l'os en avant de la dent, et qu'en plus, on lit qu'autour de l'obturation qui est blanche, qui est radio-opaque, on a des zones noires, donc probablement une résorption intracanalaire, c'est-à-dire qu'en fait, non seulement l'infection grignote l'os, mais elle grignote aussi l'intérieur de la dent. Donc à chaque fois qu'on fait un traitement endodontique, on se pose 3 questions. Est-ce que mon traitement, il est réalisable? Dans ce cas-là, je pourrais très bien repasser par la dent. J'y ai accès. Ça, c'est possible. Oui, il est réalisable. La deuxième question, c'est est-ce qu'il est fiable? Et moi, je ne peux pas dire comment va être mon nettoyage et mon obturation au niveau de cette zone résorbée qui se trouve dans la fin de la racine. C'est vraiment très compliqué d'avoir la certitude qu'on va pouvoir obturer tout ça après l'avoir parfaitement nettoyé. Donc, il n'est pas vraiment fiable. Okay. Et la troisième question à laquelle on doit répondre, c'est est-ce que mon traitement, il va être conservateur? Et dans ce cas-là, le patient est tombé jeune, donc il a un canal très large, parce que quand on est jeune, les canaux sont larges et ils vont diminuer de volume avec l'âge, avec le temps. Donc il a peu de parois. S'il a un canal large, il a peu de parois radiculaires. Et si je dois retraiter par voie orthograde, je vais devoir retirer le premier traitement, puis refaire une forme canalaire, donc retirer de la paroi encore, donc délabrer un peu plus, élargir le canal. Donc je vais encore amoindrir l'épaisseur des parois qui est déjà fine. Donc non, je ne serai pas conservatrice, je ne suis pas très fiable, donc je vais trouver une autre solution. Ouais, je vais passer par l'autre côté. Donc faire une chirurgie à rétro, ce qu'on appelle une microchirurgie endodontique. Et dans ce cas-là, dans cette position-là, à rétro, j'ai un contrôle de la lésion que je vais retirer et j'ai un contrôle de ma préparation canalaire. Je vais pouvoir désinfecter en voyant ce que je fais dans mon micro-miroir et obturer complètement en donnant cette forme à l'obturation. Ça, je n'aurais pas pu l'obtenir en voie orthograde. Et au bout d'un an?
au bout d'un an, c'est bien, c'est ça, c'est un an souvent, et ben on a récupéré l'os en vestibulaire. On a récupéré aussi l'os autour de l'apex qui a été traité et on n'a plus de zone radio claire, c'est-à-dire de zone noire intracanalaire. Donc l'obturation a permis une cicatrisation et une conservation de la dent. Donc c'est le résultat qu'on escomptait en étant le moins délabrant possible. Un nouveau cas, me semble-t-il. Un nouveau cas, un peu plus acrobatique, où là, il y avait eu aussi une antériorité de trauma dans l'enfance et la patiente consulte sa dentiste parce qu'elle a aussi une insatisfaction esthétique parce qu'une des 2 dents, la 11, est devenue jaune avec le temps. Donc elle, son motif, c'était « je veux juste l'éclaircir ». À la radio, on se rend compte qu'on a une dent, celle qui était jaune, donc la 11, qui a bien un problème d'infection périapicale, mais qui est aussi résorbée, c'est-à-dire sa racine est très courte. Et sa voisine, la 21, a une résorption en biseau très prononcée, qui nous fait craindre aussi que cette résorption, elle continue et qu'elle aboutisse à la perte de la dent, un peu comme une dent de lait qui serait petit à petit résorbée. Donc elle m'adresse la patiente et on va décider de traiter les 2 dents en orthograde, donc là en passant par la dent. Voilà le résultat de l'obturation. Alors ce qu'on voit sur les côtés, c'est des canaux accessoires, des canaux latéraux qui ont été obturés lors du traitement de cette 11. Et pour la 21, on a aussi une obturation pour permettre l'arrêt de la résorption, l'arrêt de cette résorption inflammatoire avec apposition osseuse. On voit d'ailleurs sur les images de droite que la dyschromie, elle est quand même gênante. La dent, elle était vraiment jaune pour elle et que le motif de consultation, il faut y répondre. Et si moi, je m'occupe du côté médical, c'est-à-dire pouvoir rendre les dents saines, elle aura quand même son traitement esthétique à réaliser chez sa dentiste après. Et j'appuie sur un point que vous venez d'évoquer. Tous vos patients sont adressés par un dentiste. Hein. Oui, on ne peut pas venir voir directement. Non, parce qu'il faut, en gros... il faut poser un diagnostic. Exactement. Il faut poser un diagnostic et une situation de nécessité d'aller faire des examens complémentaires pour objectiver ou non si la dent est perdue et si le traitement est réalisable. Nous, c'est l'alternative, c'est ça. Soit elle est à extraire, soit on va pouvoir proposer une thérapeutique de conservation et de réparation osseuse. Donc, en général, il y a le praticien qui fait le premier examen clinique et qui va dire, bon là, moi, j'ai plus de solution. Cependant, j'ai la possibilité de vous adresser vers quelqu'un qui pourrait apporter une solution de conservation de votre dent. Réflexe à adopter plus souvent. On revient sur votre cas. Le cas de trauma, ici, de cette jeune femme, avec le résultat à 1 an. Donc, on a pu guérir l'infection qu'il y avait et conserver les 2 dents. C'est-à-dire qu'en plus, la résorption sur la 21 s'est aussi stoppée. Donc aussi, contrat rempli avec une situation qui va permettre enfin d'apporter la réponse esthétique avec la consoeur. Alors, on le voit à travers tous ces différents cas. C'est vraiment plein de méthodes, plein d'outils différents que vous avez à disposition et que vous pouvez mettre au service des C'est exactement des ce que je dis à chaque fois, c'est une boîte à outils, l'endodontie, dont il ne faut pas se priver. Parce que si on confirme le diagnostic d'extraction, soit. On n'a pas perdu de temps, une consultation peut-être, mais on est certain qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais il y en a souvent, et là, on va voir des cas ensemble, des cas où il y a eu une tentative d'un premier traitement qui s'est mal passé, ou alors des difficultés qui font souvent dire bah là, je ne vois pas comment on peut faire. Il n'y a pas de solution pour moi, c'est dommage, mais il n'y a pas de solution. Il y a une infection, et à part extraire la dent, je n'ai pas de solution. Si je le disais mal, il n'y a rien à perdre, quoi. C'est ça, en fait. C'est exactement ça. Il n'y a pas de perte de chance à tenter le geste endodontique. Donc, sur ce cas-là, c'est un confrère qui avait tenté un traitement. Alors, c'est pas si rare de perforer une racine comme ça. C'est pas du tout risible. Au contraire, c'est plutôt, comme je le disais précédemment, toutes les situations d'échec sont des situations où on progresse, forcément, parce qu'on va se remettre en question. On apprend. Et là, le confrère, il était sur une dent très complexe parce qu'on arrive mal à lire le canal, parce que là aussi, il y a une oblitération. C'est une dent qui avait eu un trauma. Et oblitération, donc fermeture du canal, à l'œil nu. Il ne trouve pas l'entrée, il croit la trouver. En fait, c'est un faux canal, ce qu'on appelle un faux canal. Donc la patiente vient me voir. Sa dent n'est pas perdue. Elle avait crainte de ça. C'est un peu ce que lui avait annoncé le confrère, parce que lui, il était désolé, évidemment. Mais non, même là, on va pouvoir apporter une solution. Donc, vu qu'il y a une perforation de la racine et qu'on a quand même une pathologie au bout de la racine, je ne vais pas repasser par la dent. Visiblement, ça ne se passe pas bien. Donc, je vais passer de l'autre côté, ce qui va me permettre en microchirurgie d'aller gérer à la fois la zone infectée
périapicale, mais aussi d'aller traiter la perforation en vision directe en plus. Donc, c'est ce qu'on a fait là sur cette microchirurgie. On voit le petit bout qui dépasse. Oui, exactement, le petit morceau de gutta. Et puis, sur l'image centrale, on voit donc l'obturation sur la perforation, qui est plutôt centrale, et à l'apex pour la partie périapicale infectée, il y a eu curetage de la lésion, et puis traitement du canal sur quelques millimètres, et traitement de la perforation aussi, que j'ai désinfecté. Donc, voilà le résultat à 1 an. On a une disparition de la lésion périapicale et puis on a une restauration vraiment, il y avait une lame osseuse vestibulaire mais qui s'est recomposée. La patiente est totalement asymptomatique, ce qu'elle n'était pas à l'époque. Elle ressentait vraiment cette perforation. Là, elle n'a plus de douleur et aussi elle veut engager un éclaircissement puisqu'elle a une dyschromie bien nette sur cette dent. Voilà. Un autre cas ? C'est pareil, c'est ces dents qui ont pris des petits chocs dans l'enfance et qui réagissent en se fermant leur canal. Donc ça, c'est un échec à moi. C'est moi qui ai échoué sur le cathétérisme initial, c'est-à-dire la tentative d'aller trouver le canal jusqu'à l'extrémité de la racine. Je tente de le faire alors qu'on n'a vraiment pas trop d'images de canal sur la coupe sagittale. Je tente d'y aller, je n'y parviens pas. Je me rends vite compte que c'était une mauvaise idée. Et du coup, je vais faire la chirurgie. Je vais passer de l'autre côté. La voici. On obture avec de la biocéramique, encore une fois. Et à 1 an, on obtient une réparation osseuse. Et le délabrement, finalement, par l'accès que j'avais tenté initialement, il est moindre. Donc, la dent n'a pas perdu son pouvoir mécanique quand même, qu'elle conserve. On voit souvent quand même que c'est post-trauma aussi, quelques années plus tard. Oui, il faut se méfier des traumas. Il faut se méfier surtout des traumas qui semblent finalement minimes parce que la dent est intègre. Oui. Et on n'a pas forcément mal. Exactement. Alors, on va avoir mal souvent à la lèvre parce qu'elle a pris le choc. Et d'ailleurs, elle sert à ça. C'est une façon d'amortir pour elle le choc. On va avoir mal pendant quelques temps, puis après, on n'a plus mal du tout. En général, quand on n'a plus mal du tout, ça peut être synonyme de nécrose parce que quand le tissu est mort, il n'y a plus de sensation. Voilà. Donc, il faut être vigilant sur les cas de trauma, en effet, parce que c'est vraiment des choses qui peuvent mal évoluer de manière tout à fait silencieuse. C'est assez insidieux, sournois. Les pathologies comme ça, post-trauma, et puis des fois, comme on l'a vu, ça peut être aussi des résorptions radiculaires. Donc, plus on tarde à consulter, plus on a un risque d'avoir un pronostic défavorable. Ouais. Nouveau cas, là aussi c'est post-traumatique, c'est ça ? Oui, c'était un trauma très net avec une nécrose avérée. Et là, le traitement initial a été fait, la pulpectomie complète. Sauf que des symptômes apparaissent. Donc, c'est souvent des jeunes. Et là, c'est une patiente que j'avais soignée, puis qui est une adolescente. Elle est en traitement orthodontique d'ailleurs. Quand elle sent que c'est bizarre sur cette dent, ça peut être bizarre parce qu'il y a une belle lésion périapicale sur une dent déjà traitée. Donc là aussi, je ne vais pas repasser par le canal. Ça serait finalement peu fiable puisque le premier traitement n'a pas été satisfaisant en termes de résultats pérennes. Donc on va faire une chirurgie en passant de l'autre côté sur un canal assez large, donc qui n'était certainement pas assez préparé initialement. Et à 7 mois, alors les ados, ça cicatrise très très vite. Les cellules sont en pleine forme. C'est ça. Donc là, on n'est pas à 1 an comme sur les autres cas. On est à 7 mois. On est à 7 mois. Je pense qu'en plus, on était à 6 mois, mais qu'elle a reporté d'1 mois son rendez-vous. Et elle a parfaitement cicatrisé. Donc la dent va être conservée, sans autre délabrement. Mais je la suivrai quand même l'année d'après. Je veux aller vérifier que tout se passe. C'est ça. Et enfin, ça c'est le dernier cas. Ça, c'est un cas qui se présente assez fréquemment quand même, où on va avoir... C'est presque un casse-tête. Cette dent 15, elle est douloureuse. On objective difficilement sur la rétroalvéolaire de gauche qu'il y a un problème infectieux, mais on le voit clairement sur l'imagerie, la coupe sagittale, au centre, où on voit qu'il y a 2 canaux qui ont été obturés, que par-dessus cette obturation, il y a 2 tenons, donc un inlay-corps à clavette, et par-dessus une couronne. Tout ça est très bien ajusté. C'est parfait. Esthétiquement, en bouche, c'est très satisfaisant pour le patient. Sauf que sur la racine palatine, on a une petite lésion. Et cette petite lésion, en réalité, elle a grignoté le plancher sinusien et elle a déclenché une réaction inflammatoire au niveau de la muqueuse sinusienne parce qu'elle réagit face au granulome qui est au niveau de cette racine palatine. Sauf que se dire qu'on va tout enlever des prothèses qui sont déjà sur la dent, c'est exactement ce qu'on ne veut pas faire parce qu'on n'aboutira pas après à pouvoir refaire une prothèse aussi bien ajustée si on peut la refaire. Donc l'idéal serait de passer
en microchirurgie de l'autre côté, mais on a une racine vestibulaire aussi qui va nous gêner pour l'accès. Elle ne nous gênera pas tant que ça, parce qu'en réalité, quand on a une lésion périapicale sur une racine qui est même pas à 1 millimètre de l'autre, on sait qu'on a probablement une contamination bactérienne de l'autre. Donc je vais traiter les deux par microchirurgie en étant vigilante à la communication avec le sinus qui existe. Donc voilà l'image de fin de chirurgie avec la racine vestibulaire qui est obturée avec au centre cette marque blanche qui est la biocéramique, la racine palatine un peu plus loin qui est aussi obturée, et puis ce que vous voyez, la zone noire, c'est en fait le sinus, la communication avec le sinus. On a obturé donc nos racines, on a resuturé la gencive. Pareil, il n'y a pas de greffon dans ce cas-là parce que l'os était suffisant. Et on se rend compte à 1 an qu'on a une fermeture de cette communication qu'il y avait avec le sinus et qu'on a l'os qui s'est reconstruit autour des 2 apex et donc une guérison sans avoir à toucher à la couronne. Donc le patient n'a vraiment aucun autre frais à engendrer. Et en sortant de la chirurgie, il mastique normalement parce qu'il a toujours la même occlusion qu'au départ. Donc on n'a rien modifié et on a pu le faire cicatriser. Très clair. Donc il faut se dire que, en gros, oui, on peut connaître un échec dans un traitement normal, mais il y a quand même une solution peut-être qui se profile pour le patient. C'est ça. Il faut penser vraiment à chaque fois à se poser la question de la conservation par un geste un peu plus spécialisé, on va dire. Que ça vaut le coup de se poser la question, qu'il faut toujours penser aussi gradient thérapeutique, parce que oui, une thérapeutique a échoué, mais il y en a d'autres. Il y a quand même une palette qui s'offre à nous dans l'endodontie qui nous permet de répondre à différentes situations, même si en première intention, on a une évolution défavorable. Et puis surtout, on va s'inscrire dans l'idée qu'aujourd'hui, déjà, les gens conservent leurs dents plus longtemps. Et l'idée, c'est qu'on va pérenniser cette dent dans un os sain le plus longtemps possible pour éventuellement après aboutir peut-être dans 10 ans, dans 15 ans à un implant si c'est nécessaire. Mais au moins, la structure osseuse sera saine et on ne sera pas dans une prise en charge plus complexe avec un implant mais avant une greffe, parce que la greffe va prendre, qui est plus lourde. Si on régénère l'os du patient avec la dent qui est conservée, si un jour cette dent doit être extraite, cependant, on aura quand même de l'os présent pour pouvoir envisager une thérapeutique implantaire. Merci beaucoup, docteur. De rien, avec et à plaisir. très vite pour un nouveau numéro.